Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la littérature, un des romans dystopiques les plus importants et peut-être les plus prophétiques jamais écrits. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on plonge ensemble dans l'univers glaçant de 1984 de George Orwell. Imaginez, juste un instant. Imaginez un monde où le simple fait de penser différemment est un crime. Vos doutes, vos croyances les plus intimes, tout ça, c'est illégal. Eh bien, c'est exactement le cauchemar qui est au cœur de cette histoire. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Bienvenue en Océania. C'est une supernation où un parti unique, qu'on appelle tout simplement le parti, contrôle absolument tout. Et notre protagoniste, c'est Winston Smith. Il vit dans ce qui était autrefois Londres et il est sous surveillance constante. Et qui est-ce qui surveille? La réponse, c'est Big Brother. Mais attention, ce n'est pas une seule personne. Non, Big Brother, c'est l'incarnation même de la surveillance du parti. Une surveillance de tous les instants, invasive, qui passe par ce qu'on appelle les télécrans. Ces écrans sont partout, ils voient tout, ils entendent tout, même chez soi. Mais le plus effrayant, ce n'est même pas d'être surveillé physiquement. C'est ce concept de crime pensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple fait d'avoir des doutes, d'avoir des pensées qui vont à l'encontre du parti, même si on ne les dit jamais à voix haute, eh bien, c'est un crime. Le crime suprême, en fait. Parce que ça, c'est défier le parti à l'intérieur même de son propre esprit. Alors, comment est-ce que cette société fonctionne? C'est très simple, c'est une pyramide. Tout en haut, on a le parti intérieur. C'est l'élite, les grands Manitou, comme un certain O'Brien. Eux, ils ont des privilèges, des luxes. Et puis, en dessous, il y a le parti extérieur. C'est là qu'on trouve Winston. C'est, disons, la classe moyenne qui travaille dur et qui subit de plein fouet l'oppression et la surveillance. Et forcément, à force de subir tout ça, Winston, eh bien, il n'en peut plus. Sa frustration, sa colère, tout ça commence à monter, à bouillonner en lui. C'est là que tout commence. C'est le début d'une rébellion, mais une rébellion silencieuse qui naît au plus profond de lui. Alors, comment est-ce qu'il se rebelle, ce Winston? De plusieurs manières, en fait. Déjà, il y a son travail. Ironiquement, il travaille au ministère de la Vérité, où son boulot, c'est de falsifier l'histoire pour qu'elle colle aux mensonges du parti. Forcément, ça nourrit son dégoût. Alors, en secret, il commet un crime. Il achète un journal intime pour y écrire ce qu'il pense vraiment. Et puis il y a autre chose. Il regarde les crolls, les prolétaires, les gens pauvres, et il les envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air de vivre un peu plus librement, loin de l'œil constant du parti. Et puis un jour, au milieu de cette routine oppressante, quelque chose d'impensable se produit. Un simple petit bout de papier plié qui lui est glissé dans la main. Il l'ouvre, et dessus 3 mots qui vont tout changer. Je t'aime. Et ce message, il ne vient pas de n'importe qui. Il vient de Julia, une collègue que Winston a toujours regardée avec méfiance. Il était même persuadé que c'était une espionne du parti. Ce petit mot, c'est l'étincelle qui va allumer une relation totalement interdite et incroyablement dangereuse. Leur rébellion à eux, elle va se construire petit à petit. Tout commence avec ce mot. Ensuite, ils se lancent dans une liaison secrète, cachée de tous. Chaque rendez-vous, c'est un acte de défi. Un pied de nez au parti qui veut contrôler les corps et les cœurs. Et bien sûr, plus leur amour grandit, plus la haine de Winston pour ce système devient viscérale. Mais au fond de lui, Winston a toujours rêvé de plus. Pas seulement une rébellion personnelle, non. Il a toujours espéré qu'il existait une vraie résistance organisée, quelque chose qu'on appellerait la fraternité. Et un jour, il a l'impression que ce rêve est enfin sur le point de devenir réalité. Et qui vient à lui? O'Brien. Oui, O'Brien, ce haut gradé du parti intérieur en qui Winston avait toujours vu une lueur de rébellion. Et O'Brien le confirme, il fait bien partie de la fraternité. Il leur donne même le livre, le manifeste de la résistance. Pour Winston et Julia, c'est le moment qu'ils ont toujours attendu. Ça y est, ils ne sont plus seuls. Sauf que leur espoir va être brisé. Violemment. Alors qu'ils sont dans leur petite chambre secrète, en train de lire le manifeste, la porte explose. Des soldats armés surgissent de partout. Et le pire, c'est que le vieux monsieur Charrington, le gentil antiquaire qui leur louait la chambre, se révèle être un agent de la police de la pensée. Tout était un piège qui vient de se refermer sur eux. Ils sont arrêtés, séparés de force. La destination de Winston? Le ministère de l'amour. Le nom est d'une ironie absolument glaçante, parce que c'est le lieu le plus terrible de tous. C'est là que son voyage de rébellion va s'achever, dans un endroit dont le seul but est de pulvériser l'esprit humain, un endroit connu sous le nom de Chambre 101. Et là, la révélation. Une trahison encore plus profonde que l'arrestation elle-même. La personne qui va le torturer, qui va superviser sa rééducation, ce n'est autre qu'O'Brien. L'homme qu'il admirait, le rebelle, n'a jamais existé.
O'Brien a toujours été un agent du parti, un expert de la manipulation, qui a monté toute cette mise en scène de A à Z juste pour le piéger. Ce qui suit est une descente aux enfers. Des semaines, des mois de torture. O'Brien déconstruit Winston, pièce par pièce, physiquement et mentalement. Et quand il estime que Winston est prêt pour la dernière étape, il l'emmène devant une porte. La porte de la chambre 101. Et là, il lui pose une question. Qu'y a-t-il vraiment dans cette fameuse chambre 101 ? La réponse d'O'Brien est terrifiante de simplicité. La chambre 101 ne contient pas la même chose pour tout le monde. Elle contient la pire chose au monde, la peur la plus profonde et la plus viscérale d'une personne. Et pour Winston, cette chose, ce sont des rats. Et c'est ce qu'on lui présente, une cage, avec un mécanisme pour l'attacher à son visage et à l'intérieur, des rats affamés. À ce moment précis, face à sa terreur ultime, Winston craque. Tout ce qu'il a défendu, tout son amour, tout s'effondre. Il n'a plus qu'une seule pensée, se sauver. Et il hurle la seule chose qui peut le faire. Faites-le à Julia. Il l'a trahi. C'est fini. C'était ça, le but ultime. O'Brien n'attendait que ça. À l'instant même où ces mots sortent de la bouche de Winston, le parti a gagné. C'est sa victoire absolue. Ils n'ont pas seulement brisé son corps, ils ont anéanti son âme. Après ça, Winston est relâché. Mais ce n'est plus le même homme. C'est une coquille vide. Il finit par recroiser Julia, par hasard. Ils s'avouent mutuellement qu'ils se sont trahis. Mais il n'y a plus rien. Pas d'amour, pas de colère, juste du vide. Tout ce qui faisait de lui un individu a été effacé. Et le livre se termine sur la conclusion de cette transformation. On retrouve Winston, seul dans un café, il lève les yeux vers un portrait de Big Brother. Et la lutte est terminée. Il a remporté la victoire sur lui-même. Les derniers mots du roman sont « Il aimait Big Brother ». La soumission est totale, finale et volontaire. Et ça nous laisse avec une question. Une question qui continue de nous hanter bien après avoir refermé le livre. Est-ce que l'esprit humain, avec tout son amour, toute sa volonté de rébellion, est-ce qu'il peut vraiment être brisé ? Complètement et pour toujours.